ça c'est l'homme qui voulait abattre Israël, hein, Obama. Ah, vraiment, les États-Unis allaient changer radicalement de politique avec l'avènement au pouvoir il y a 3 ans de presque jour pour jour de Barack Obama. Alors là, c'était en fait une revue de presse hein, de l'époque et encore très récemment. D'abord, il était d'origine musulmane, ce qui est parfaitement stupide d'un point de vue géopolitique. C'est parfaitement stupide de mettre ça en avant. Son père était musulman, très bien, mais d'un islam extrêmement ouvert, d'Afrique orientale, qui n'a jamais fréquenté les extrémistes et l'islam politique d'ailleurs de manière générale. Et puis le Obama, il dit au Caire dans son fameux discours au monde musulman, je suis chrétien. Je ne suis pas excellent en anglais, hein, mais I'm Christian. Je ne crois pas me tromper, mais vous me dites si je me trompe. Hein. Ça ne veut pas dire je suis musulman. Ses filles sont baptisées, il est marié avec une chrétienne, il va à l'église. Il faut délirer. Les lobbies pro-israéliens aux États-Unis n'ont jamais réussi à entraver une vente d'armements lourds américains vers l'Arabie Saoudite. Jamais. En dépit d'efforts parfois importants, aujourd'hui moins, mais parfois importants des Israéliens et des pro-israéliens pour tenter d'entraver. Et pourtant, nous avions affaire à des présidents extrêmement favorables à Israël. Je pense à Reagan, je pense à Clinton, et même à Bush fils, peut-être surtout à Bush junior. On ne touche pas à l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Alors quoi la Shoah? Hein, c'est-à-dire que d'abord, ce sont les intérêts des États-Unis. Et si les intérêts des États-Unis correspondent peu ou prou à ceux d'Israël, c'est très bien. Vous aurez un président et vous aurez des sénateurs et des représentants qui seront encore plus favorables à Israël. Je veux bien que derrière, il y ait une sympathie particulière, qu'il y ait des évangélistes, qu'il y ait des gens qui sont très marqués par la Shoah. Ce ne sont que des variables dans les prises de décision. Dernier point sur cette deuxième partie consacrée au front diplomatique autour d'Israël. Un front pas pour l'instant extraordinairement violent. Hein. C'est la Turquie. Je vais aller très vite. L'AKP au pouvoir depuis 2002 avait décidé de divorcer d'Israël. C'est un mot fort que j'emploie, je le maintiens, de divorcer d'Israël. Pour ces gens-là, sur le plan à la fois idéologique et politique, ça ne les intéressait pas, ça ne les intéresse pas d'avoir de bons rapports avec Israël. Je pense qu'il y a 2 raisons principales. D'abord, sur le plan idéologique, nous avons quand même affaire à des islamo-conservateurs, appelons-les comme ça, qui ont voulu bâtir, et c'est tout à fait leur droit, une politique qu'on va qualifier de pan-islamique dans la région. Bon, bonne relation avec la Syrie, jusqu'à ce qu'Assad perde son humour avec ses opposants. Bon, l'Iran, bonne relation avec l'Iran, ça commence à se gâter de nouveau. Bonne relation avec Kadhafi. Hein. Ils ont soutenu Kadhafi les 2 premiers mois. Hein. Après, ils ont rétro-pédalé. Enfin, au début, ils ont soutenu Assad aussi. Hein. Sous prétexte que l'Occident devait fermer sa bouche. Et ce gouvernement, pour ces raisons, mais également à usage interne, parce que sur le plan électoral, ça ne sert vraiment à rien, surtout en Anatolie conservatrice, d'avoir des bonnes relations avec les sionistes et les Israéliens, a décidé de divorcer d'Israël. C'est son droit le plus strict. Quand j'entends dire ils sont méchants, très méchants, mais pardon, ils défendent ce qu'ils croient être leurs intérêts. Je vous l'ai dit que c'était comme ça aussi pour les États-Unis, pour la Syrie, pour Israël, pour la France, pour tout. Mais on ne peut pas prendre ce type de tournant stratégique et ne pas en assumer éventuellement les conséquences. Bref, on ne peut pas prendre une décision sans en assumer les conséquences. Tout le monde est là très très bien placé pour en parler. C'est pas possible. Parmi les conséquences de ce divorce, il y en a une qui est en train d'exaspérer les Turcs, et ça ne fait que commencer, je peux vous dire. Dans la corbeille de mariage entre la Turquie et Israël en février 1996, j'ai bien dit février 1996, vous voyez que ce n'était pas une alliance de toute éternité non plus, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Bon, ce n'était pas depuis les années 40, 50, 60, en général les relations étaient exécrables et au mieux tièdes entre Ankara et Jérusalem. Il a fallu attendre février 1996 pour qu'un partenariat stratégique se mette réellement sur pied. Donc de 1996 à 2003, 2004, 2005 peut-être, un peu moins de 10 ans, qu'est-ce qui était intéressant à la corbeille de mariage pour les Turcs? C'est vrai, après tout, pour les Israéliens, on comprend, il y avait la possibilité de s'entraîner, d'utiliser l'espace aérien anatolien pour les chasseurs bombardiers. C'est substantiel. Il y avait la possibilité de vendre des services et des armes en quantité importante à la Turquie, avec des contrats qui globalement portaient sur 300, 400, je crois, presque 500 millions de dollars. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. Et puis la fameuse stratégie du contournement, la 3e ceinture, seconde et 3e ceinture, depuis Ben Gourion, consistant à dire regardez, on a des amis musulmans derrière les méchants, c'est-à-dire les États arabes qui nous assiègent. Ça, c'est intéressant. Mais pour la Turquie, on n'a toujours pas répondu. Qu'est-ce qui était intéressant? Vous savez, réparer des chars et des avions, les Israéliens savent le faire, les Américains, les Anglais, les Français savent très très bien le faire aussi, et d'autres armées. Ce qui était intéressant pour la Turquie, c'était le carnet d'adresses à Washington. À chaque fois que le gouvernement turc était en but, ou se croyait en but, à une opposition forte
aux États-Unis, là où ça joue, là où ça compte, aux États-Unis, sur un sujet qui fâche. Alors, il y en a 4. Hein. Il y a Chypre, il y a les droits de l'homme, il y a les Kurdes, de manière plus précise, et puis évidemment, il y a la reconnaissance du génocide arménien. À chaque fois qu'aux États-Unis, notamment dans le monde politique, il y avait la constitution d'une. Enfin, il y avait la montée en puissance d'une crise aux yeux des Turcs, bien évidemment, hein, on appelait les copains israéliens en leur demandant, au regard de notre accord stratégique, d'appeler leurs propres amis à Washington pour leur dire de jouer en faveur, enfin, d'essayer un peu de pondérer, de jouer en faveur de. Ce qui est d'une logique implacable. Hein. Vous savez, le lobby en France, c'est encore un gros mot, hein, ou en moins qu'avant, mais c'est encore un petit gros mot. Aux États-Unis, vous n'êtes pas lobbyiste, vous n'avez rien compris. Hein. Le deuxième point de cette troisième et dernière partie, est-ce que le printemps arabe, plutôt, est-ce que l'indifférence relative de l'État d'Israël, du gouvernement israélien en tout cas, vis-à-vis du printemps arabe, ne traduit pas une sorte de désintérêt un petit peu fâcheux, un peu dommageable. C'est pas totalement impossible. Ça dépend en fait de quel désintérêt il s'agit. Lorsque j'entends dire, et sur les plateaux de radio et sur les télés que je fréquente très souvent, enfin, quand même, les Israéliens, ils soutiennent pas beaucoup le printemps arabe, officiellement. Oui, ben, il vaut mieux pour les contestataires, hein, parce que c'est une mauvaise pub, hein, si vous voulez. Donc, ah tiens, regardez, on a le soutien des sionistes. Alors là, bravo, hein, là, vaut mieux, non mais, sérieux, vaut mieux pas. Bon, donc, de toute façon, même dans des pays qui sont plutôt modérés, vaut mieux pas, ça marche pas comme ça. Et puis, en quoi l'État d'Israël peut faire quoi que ce soit? Nous, on n'y peut rien nous-mêmes. Les États-Unis n'y peuvent rien. Les Américains n'ont pas vu venir quoi que ce soit en Égypte. Ils ont 2000 personnels à l'ambassade. Combien espionnent là-dedans, avec ou sans guillemets? Écoutez, c'est pas la peine d'utiliser une circonlocution. Enfin, mais ils sont payés à quoi faire, les services de renseignement. Et Moubarak tombe en quelques semaines. Nous, on connaît bien quand même la Tunisie, on n'a rien vu venir. Je ne vous rappelle pas l'épisode un peu fâcheux. Donc, on n'a rien vu venir. Et les Israéliens, eux, vont, je ne sais pas d'ailleurs s'ils avaient vu venir ou pas, en tout cas ils ne le disent pas, surtout c'est pas tellement le truc. C'est justement là, c'est maintenant qu'il faut penser l'avenir. Alors moi je ne vais pas aller dire, d'abord je ne suis personne pour dire ça, mais je ne vais pas aller dire au gouvernement israélien, il n'est pas très original. Moi ce que je constate c'est que depuis 3 ans, il n'a pas proposé un plan de paix, et c'est dommage. Et c'est dommage. Ah bah s'il bouge, il fait des choses. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que le plan de paix, il doit faire plein de concessions, plein de compromis. C'est pas moi qui vais dire ça aux Israéliens, ils font ce qu'ils veulent. Et puis je suis favorable, moi, à des bilatérales. Moi, je pense que c'est entre eux qui doivent réellement s'arranger. Je ne fais que constater que même un Shamir, qui était le mentor d'ailleurs de Netanyahou, qui était extrêmement faucon, avait proposé, ça valait ce que ça valait, il avait proposé un plan de paix. Sur le plan diplomatique, Obama, je vous l'ai dit, c'est pas trop fâché, Abbas, il est en difficulté à l'ONU. Oui, mais d'accord, mais ça c'est aujourd'hui. 3 ans, depuis 3 ans, ils n'ont pas proposé un plan de paix. Ça coûte quoi de proposer un plan de paix, hein? Et moi, le printemps arabe aurait mon dos, le printemps arabe, ça fait seulement 1 an. Avant, il n'y a pas de problème. Donc si c'est ça, mais j'en sais rien, cette forme de désintérêt pour l'environnement, je ne crois pas que ça soit extrêmement, extrêmement malin.